Marché actions et marché obligataire. La grande inquiétude de l'inflation des États-Unis. Tour d'horizon technique des marchés actions US, européens, indiens, vous me l'avez demandé, chinois et japonais. Alors, chers amis, je suis ravi de vous retrouver, nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 13 mai 2024 avec des marchés actions et même le marché obligataire qui sont entrés en correction. Alors, le marché actions, c'était mi-mars. Le marché obligataire, lui, qui glisse depuis le début de l'année. Eh bien, depuis la fin du mois d'avril, le tout début du mois de mai, ces deux marchés, que ce soit d'ailleurs en Europe ou aux États-Unis, tentent de se stabiliser parce qu'il y a eu, alors non pas de bonnes nouvelles sur le plan de l'inflation, ça j'y viens, mais parce qu'il y a eu une lueur d'espoir du côté des chiffres du marché du travail aux États-Unis, du côté de certains indicateurs avancés, vous savez, les fameux forward-looking indicators, qui laissent penser que, eh bien, ça ralentit du côté de l'économie américaine. Et désormais, il y a eu une modification, alors que le marché envisageait zéro baisse de taux. Fin avril, cette année par la Fed, il se trouve que l'espoir revient, l'espoir, le vrai, avec un grand E majuscule, d'un pivot de la Fed au mois de septembre. Pourquoi ? Parce que le marché du travail US commence légèrement à se dégrader, parce que les indicateurs avancés, et notamment les très respectés indices PMI, eux, entrent en zone d'alerte orange. Oui, mais voilà, souvenez-vous d'une chose. On peut blablater autant qu'on veut, je le fais, vous me connaissez. Tricoter autant qu'on veut, autour de dizaines et de dizaines d'indicateurs macroéconomiques. Au final, la seule chose qui compte, ce sont les mesures de l'inflation. Et la Fed regarde toutes les mesures de l'inflation. Et vous avez cette semaine, lorsque je parle de la grande inquiétude de l'inflation des États-Unis, c'est parce que les indicateurs avancés laissent envisager, je parle des indicateurs avancés de l'inflation, laissent envisager que cette surchauffe, enfin, cette mise à plat de la désinflation, car soyons précis, c'est une mise à plat. En fait, il n'y a pas eu de progrès dans la désinflation depuis le début de l'année, alors que cette désinflation accélérait en dernière partie d'année 2023, c'est-à-dire des pentes baissières des taux d'inflation. Ces pentes baissières se sont mises à plat, qu'il s'agisse du PPI, du CPI ou du PCE. D'ailleurs, cette semaine, et c'est pourquoi j'ai voulu retraiter ce sujet, je le traite bien sûr toutes les semaines, puisque c'est le sujet des marchés financiers. Eh bien, la grande inquiétude de l'inflation US, vous avez ce mercredi 15 mai. Alors, surtout, ce mercredi 15 mai, libérez votre temps, en tout cas au moins le soir, pour voir de quoi il s'agit, de quoi il retourne. La mise à jour de l'inflation US CPI, mercredi 15 mai à 14h30. Ce CPI, dont la mesure est au-dessus du PCE, le PCE c'est l'indice d'inflation favori de la Fed. Ce CPI qui est en surchauffe sur janvier, février, mars, avec un taux de croissance mensuel qui est revenu dans ce qui faisait penser au début de la vague inflationniste post-Covid, mais pas tout à fait, dans un entre-deux, en fait, entre le monde d'avant et le point de départ de ce qu'était la vague d'inflation. C'est pour ça que là, pour l'instant, il n'y a pas de seconde vague d'inflation. Je dis pour l'instant, peut-être qu'il n'y en aura jamais. Bon, et surtout, des taux d'inflation dits sous-jacents, ou core inflation, qui se sont mis à plat. Par exemple, pour le CPI, c'est 3,8. Pour le PCE, 2,8. Et la Fed veut ramener tout ce beau monde à 2. Elle pivotera avant, mais elle veut avoir la conviction que tout ce beau monde va aller à 2. Et en fait, ce qui est très important dans le CPI ce mercredi, même si la Fed ne le regarde pas, c'est surtout le PCE qu'elle regarde, ce sont certaines composantes. Et en particulier, en mars, il y a eu un tic à la hausse de l'inflation des services. Et ça, c'est pas bon. Bon, par contre, l'inflation immobilière, elle est beaucoup trop haute encore. Oui, mais en fait, on sait que c'est faux, car je vais vous remontrer les datas. Nous savons que l'inflation immobilière actuelle en temps réel, elle est à zéro. Donc, le 5,5 dans le CPI, c'est n'importe quoi. Ce sont des contrats de log du monde d'il y a un an. Donc, ça, on s'en fiche, quoi. Mais voilà, donc cette semaine quand même, il y a quand même une incertitude sur... Voilà, tout le monde se pose la question, on essaie de faire des petits calculs, de voir quand est-ce que ces données temps réel, quand est-ce que l'inflation qu'on constate aujourd'hui à un jour J, quand est-ce que ça va remonter pleinement dans les indices d'inflation. Donc cette semaine, lorsque je parle de la grande inquiétude de l'inflation US, et ici vous avez une ville des États-Unis, le premier qui trouve la ville, ici aura toute mon admiration. Donc, c'est la composante service, bien sûr, et la composante immobilier. Il est impératif que ces deux composantes
reprennent leur tendance baissière. Et que les autres ne viennent pas, bien sûr, rebondir. On regarde notamment le prix des nouveaux véhicules, c'est très important. Ça mesure vraiment l'inflation industrielle, le prix des nouveaux véhicules. Des voitures, voilà. Et le taux d'inflation mensuel du CPI. Donc on va faire tout ça. Je vais aussi donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire un tour d'horizon technique à nouveau très précis. Je vais essayer d'être le plus précis possible sur le plan technique, que ce soit sur les indices US ou européens, qui ont la même structure. Sommes-nous dans une vraie vague 4 ou simplement une 4 de 3 ? C'est très différent. Une vraie vague 4, c'est par exemple ce que nous avions eu l'été dernier, une vraie vague 2 sur le S&P 500, qui avait consolidé, même retracé pendant plusieurs semaines, qui était même repassé sous sa moyenne mobile à 200 jours. Où sommes-nous en fait, où avons-nous fait le point bas à 5000 points? C'est le débat sur le S&P 500 que j'ai traité la semaine dernière, que je vais retraiter ici chaque semaine. Je fais la mise à jour, c'est bien ce qu'on me demande de faire, j'espère que cela vous plaît, de ne pas faire l'autruche, de faire la mise à jour de ce que je peux vous proposer en termes d'analyse technique. Quand j'ai tort, quand j'ai raison, peu importe. Mais le débat, 5000 versus 4007, 4008, il est valable sur le DAX, sur l'Eurostoxx 50. Le SMI, c'est différent, mais le SMI, c'est très différent. La Suisse n'a rien à voir avec l'Europe, enfin avec la zone euro. Bon. Et entre la Chine et l'Inde. Alors, rappelez-vous, je vous ai proposé, moi, en début d'année, j'en suis assez content, là, pour le coup, je ne me suis pas planté, une stratégie d'achat sur les indices boursiers chinois. Je suis vraiment très satisfait. C'était basé sur des considérations techniques et fondamentales, et les deux permettaient vraiment de construire un argumentaire solide. Tout s'est bien passé. J'ai moins traité le marché action de l'Inde, lui qui fait de nouveaux records historiques, mais attention, je pense qu'il est suracheté, je vois des divergences sur l'indice phare de la bourse de Bombay, je vais le traiter, et je pense que dans cette vidéo, j'ai fait aussi une comparaison des fondamentaux du marché action chinois et du marché action indien, donc vous voyez, ça va être un peu lourd quand même comme vidéo. Encore une fois, vous avez la barre de temps dans la timeline, vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse. Et puis donc, le marché action japonais, les indices européens, voilà, grande inquiétude de l'inflation américaine. Alors, bien sûr, hein, quand je parle d'inquiétude, moi personnellement, je ne me lève pas le matin en stressant sur l'inflation US, d'accord, parce qu'à partir du moment où on est investi sur les marchés financiers et qu'on gère son risque, il n'y a pas de stress. Voilà, c'est tout. S'il y a un stress, si on est investi sur les marchés financiers et qu'il y a un stress, le problème vient de l'investisseur. D'une part, il ne sait pas gérer ses émotions, mais d'autre part, il y a peut-être une réalité de capital qui crée ce stress. Typiquement, moi je me souviens à l'époque, petit aparté, je travaillais dans une société, un banqueur, et puis un client arrive tout stressé, tout paniqué. Vous savez ce qu'il avait fait, ce fou? Il avait vendu sa maison. Et il était en train d'en acheter une nouvelle, d'accord? Bien un système de prêt relais, etc. Il avait donc quelques mois de battement. Il a pris une partie de la vente de sa première maison. Il l'avait mis sur le Forex. Il s'était fait déglinguer. Et il nous appelle, et je me souviens qu'il avait appelé au bureau en disant « Oui, ma femme demande le divorce, j'ai perdu le... » Et il était stressé. Ah oui, mais du coup, c'est pas la faute au marché, c'est pas la faute à son analyse, c'est pas la faute au broker. C'est bien parce qu'il a fait n'importe quoi avec son capital en mettant tous ses œufs dans le même panier. Bref, lorsque je parle de la grande inquiétude de l'inflation américaine, c'est la grande inquiétude de la haute finance qui traditionnellement est long only. La grande majorité des asset managers sont à l'achat. Mais c'est même une inquiétude globale macro. C'est-à-dire que si l'inflation US rebondit, alors que la politique monétaire de la Fed est archi-restrictive comme on ne l'a pas vu depuis des années, c'est qu'on se pose la question de l'efficacité de la politique monétaire. Donc c'est une inquiétude macroéconomique. Ça ne doit pas être une inquiétude personnelle au niveau de chaque investisseur. Bon, je passe une petite parenthèse refermée. Ok, alors, donc c'est parti. Le plan, voilà. Donc voilà, est-ce que quelqu'un a trouvé la ville ici, cette jolie ville? Alors petit indice, hein, c'est une ville américaine, et elle se trouve sur la côte est des États-Unis, au sud de New York. Alors, au programme, alors que le marché est en reprise depuis le début du mois de mai, sur fond d'anticipation d'un pivot de la Fed, voilà le plan, donc l'inflation US, Chine versus Inde, quel marché action choisir, et donc on va faire tout, et je fais aussi le suivi technique des taux obligataires. Donc nous avons un programme assez complet. La conviction en la reprise est fragile, sans reprise de la désinflation sous-jacente. J'insiste, la conviction en la reprise est fragile. Alors lorsque je parle de la reprise, c'est ce que le S&P 500 essaye de faire depuis la fin du mois d'avril, ce rebond sur les 5000 points.
Et vous connaissez le débat, soit la petite 4 est finie ici, la petite 4 d'une grande 3, soit la grande 3 est déterminée, nous sommes dans la grande 4 et nous serions simplement dans la B, une structure en zigzag ABC archi classique d'une vague 4. Je vous rappelle, en analyse fractale, c'est le schéma classique d'une formation en zigzag. En gros, voilà, sommes-nous ici ou avons-nous déjà terminé une petite 4 dans le cadre d'un mouvement, les vagues d'impulsion, c'est toujours en 5 temps. Ça, c'est le débat. J'y viens et je vais traiter, et je vais être... Vous savez, cette précision que je vous propose là sur le S&P 500, je vais vous la proposer sur tous les indices européens. Donc, effectivement, je vous ai mis, donc ici, vous avez le CPI, vous avez l'inflation des services, l'inflation immobilière. Là, vous avez la vraie inflation immobilière. On va regarder ça en détail. La conviction à la reprise est fragile sans des inflations sous-jacentes. De toute façon, c'est le sujet central. Ok, combien même il y a une dégradation du marché du travail aux États-Unis, un ralentissement économique. Ok, très bien. Ça peut effectivement accélérer le pivot de la Fed. Mais tant que cette inflation n'est pas vaincue, la Fed, même si elle pivotera pas de manière agressive. Parce qu'elle préférera sacrifier une partie de l'économie américaine et pour ramener son inflation à 2%, sauf à changer ses statuts. Sauf à faire comme certaines banques centrales. Vous savez que certaines banques centrales occidentales, je pense notamment à la Banque de réserve d'Australie, qui est la Banque centrale d'Australie, elle en avait marre de cette cible d'inflation à 2%. Oui, au fond, c'est quoi cette histoire de 2%? Pourquoi pas 2,5, 2,8? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a changé ça. Maintenant, pour la Banque centrale d'Australie, il faut ramener dans l'intervalle 2 à 3. Imaginez si la Fed faisait ça. Ah, ça y est, enfin, on arrêterait de nous saouler avec tout ça. Comprenez, imaginez la Fed dans un an et la BCE décrète, bon, le monde d'avant, l'inflation à 2%, c'est compliqué. Désormais, l'objectif, c'est de ramener l'inflation dans une fourchette comprise entre 2 et 3. Bah là, c'est bon. On est à 2,8 en sous-jacent sur le PCE et on peut pivoter. Au final, il est possible que, imaginons, nous entrons en stagflation. D'accord ? La stagflation, c'est le pire des scénarios. C'est-à-dire que vous avez une économie américaine qui est à un taux de croissance de 0 ou proche de l'aide 0,1, un taux de chômage qui se dégrade lentement, mais une inflation trop haute pour permettre à la Fed de pivoter pour lutter contre la hausse du chômage. C'est la stagflation. Ça, pour le coup, dites-vous bien que vous aurez une chute du marché action garantie. Le marché obligataire, c'est un peu plus indécis, car vous aurez quand même un début des baisses de taux. Et il y aura en tout cas une surperformance du marché obligataire en stagflation. Bon. Mais ça, c'est vraiment... Et donc, si vous voulez, autant actuellement, là, il y a un début de dégradation de certains indicateurs avancés, mais la seule chose qui compte, ce sont les mesures de l'inflation. C'est pourquoi j'insiste. Vous avez tout au long du mois de mai des mesures, des mises à jour de mesures d'inflation qui sont décisives. C'est un adjectif, oui, je sais que j'utilise souvent, mais que je pense là, et vrai, c'est vraiment le cas. Et donc, ce mercredi 15 mai, il est impératif. Alors, ce mercredi 15 mai, c'est le CPI du mois d'avril. En avril, il y a eu des choses intéressantes sur les indicateurs avancés d'inflation. On espère donc les voir impacter l'inflation officielle. Et notamment, revoir l'inflation sous-jacente qui est plate à 3,8 depuis le début de l'année, repartir à 3,7, 3,6. Voilà, on a besoin, le marché a besoin de vers ça. C'est pourquoi je pense qu'il ne se passera rien tant qu'on n'aura pas cette data. Et donc, ce mercredi 15 mai sera vraiment très important. Le marché actions obligataires, les marchés actions et obligataires US sont en reprise depuis le début du mois de mai, après avoir enregistré plusieurs semaines de correction depuis la mi-mars, et même depuis le début de l'année pour le marché obligataire. Donc je parle là du rebond des taux d'intérêt depuis le début de l'année. Vous avez depuis janvier en fait un vrai rebond ici sur le 10 ans américain ou encore le 10 ans allemand, et donc par corrélation inversée, un retracement du marché obligataire, qui a retracé en fait maintenant à peu près entre 61,8 et 78,6 de toute sa hausse depuis le début de l'année dernière. Vous allez voir, techniquement parlant, je vais vous montrer ça tout à l'heure, nous sommes ici, je vais être précis, revenus sur vraiment des gros seuils hebdo, mais les taux d'intérêt ne reprendront pas la baisse. Là, vous avez eu un début de baisse des taux d'intérêt. Le 2 ans US, le 10 ans US, le 10 ans allemand, parce qu'il y a eu des mauvais chiffres sur le marché du travail US et sur certains indicateurs avancés, mais les taux d'intérêt ne casseront pas ces gros supports. Les taux d'intérêt ne casseront pas ces gros supports tant qu'il n'y a pas une bonne nouvelle sur le front de l'inflation. On veut juste voir la désinflation sous-jacente reprendre. Bon, j'y viens. Donc effectivement,
certains voyants macroéconomiques sont passés en alerte orange. En particulier la dégradation du marché du travail US, avec une hausse du taux de chômage dit U3 et U6, et des indicateurs avancés qui sont très respectés, les indices PMI de l'ISM. Alors, je vous montre ici le PMI des services US selon l'ISM. Alors, il y a deux types de PMI. Vous avez celui de Markit et celui de l'ISM pour les États-Unis. Mais aux États-Unis, les asset managers ne regardent que celui de l'ISM. Et effectivement, il a repris une pente qui n'est pas bonne. Nous ne sommes pas encore dans le cas de figure des récessions de 2000, 2001, 2008, 2009 ou de la crise sanitaire, mais ça sent pas bon. Maintenant, si vous voulez, c'est très bien comme ça d'avoir une façon de parler, très bien pour le pivot de la Fed, encore une fois, hein, c'est ça qu'on traite ici. Alors, je dis pas bien socialement, bien sûr que non, c'est pas bien socialement un marché du travail qui se dégrade. Mais le risque serait de voir l'activité des services se ralentir sans voir l'inflation des services ralentir. Là, c'est le cauchemar. C'est la stagflation, c'est-à-dire une économie des services atone, mais des prix encore en hausse, pour des raisons structurelles. Je ne sais pas moi, l'envolée des assurances des voitures, parce que maintenant les voitures ça coûte de plus en plus cher, il y a de plus de composants à remplacer, les assurances prennent trop cher, elles-mêmes prennent cher, donc elles nous font prendre cher, voilà, vous comprenez? Si c'est structurel, bien sûr, les assurances des voitures ne sont pas l'inflation globale, mais nous sommes là dans l'inflation des services. Et là c'est la stagflation. Et ça, là, c'est compliqué. Ça, c'est la crainte, en fait, qu'a le marché. Donc, en tout cas, il y a, d'un point de vue des indicateurs avancés, des choses qui montrent que la politique monétaire de la Fed ralentit l'économie. Mais si elle ralentit l'économie, il faut qu'elle ralentisse aussi l'inflation. C'est la condition pour relancer le marché obligataire et le marché action. Lorsque je parle de l'économie US qui ralentit tout doucement, je peux vous montrer par exemple la hausse progressive, très progressive du taux de chômage aux États-Unis. Vous avez le taux de chômage officiel qui est à 3,9% de la population active. Je peux vous montrer aussi l'envolée qui accélère de la quantité d'emplois à temps partiel aux États-Unis. Et ça, c'est pas bon lorsque vous avez une translation des emplois à temps plein vers les emplois à temps partiel, c'est une économie qui devient plus fragile. Je peux vous montrer aussi le taux de chômage non officiel, dit U6. U6, taux de chômage U6 pour les États-Unis, qui, mine de rien, mois après mois, ok, c'est pas une explosion du chômage comme à l'époque du Covid où on avait mis les économies en off, mais on a bien une hausse progressive du taux de chômage U6 qui est à maintenant 7,4% de la population active, qui prend en compte notamment le travail précaire ou tous ceux qui ont renoncé à chercher du travail aux États-Unis. Donc, cette dégradation de l'économie américaine a amené le marché à revoir ses anticipations de pivot des banques centrales. Le taux d'intérêt de la Fed qui est actuellement à 5,50, enfin c'est la fourchette 5,25-5,50, mais je parle de la partie haute de la fourchette, et désormais, avec une probabilité de 48,9%, le marché envisage que la Fed pivote le 18 septembre. Mais le marché envisage que la Fed pivote le 18 septembre, ça c'est uniquement parce que depuis début mai, il y a eu ce que je viens de vous montrer sur le plan macroéconomique. Sauf que ceci n'a pas encore d'impact radical sur les marchés financiers, c'est-à-dire que, ok, le marché obligataire s'est stabilisé, mais il n'est pas non plus reparti comme il a connu au dernier semestre 2023. Le marché action tente quelque chose, mais nous n'avons pas encore suffisamment d'éléments, et notamment il manque des dépassements de résistance pour envisager qu'il ait trouvé son point bas à 5000 points, je parle du S&P 500, enfin même un peu en dessous, parce que nous avons besoin d'une confirmation que ce ralentissement économique se traduit par une reprise de la désinflation. Voilà, c'est vraiment le sujet pour résumer. La seule question, est-ce que le ralentissement économique que nous commençons à constater sur l'économie US, qui est un ralentissement avec un petit R, hein, j'insiste, hein, nous ne sommes pas en Europe. Bon, mais en même temps, même si c'est un ralentissement avec un petit R, on ne veut pas voir l'inflation rester stable. Sinon, c'est la stagflation. Ça, c'est le cauchemar des banques centrales, c'est le cauchemar des marchés financiers. Voilà, donc ça maintenant, c'est ce qui va nous occuper tout le printemps, tout l'été, toute la fin d'année. Ce qui est passionnant. Enfin, moi, ça me passionne. C'est pour ça que chaque semaine, je viens un peu vous ennuyer avec tout ce bordel. Donc, à propos du taux de chômage US, désolé, je viens de bugger là. À propos du taux de chômage US,
Mais je ne changerai pas au montage. Vous savez, moi je préfère rester naturel, ça sert à rien. Je ne fais pas partie des youtubeurs entre guillemets qui coupent chaque seconde là. Non, non. Alors, le taux de chômage US reste sous le seuil d'alerte des 4,1% de la Fed. Donc effectivement, je vous rappelle que le seuil d'alerte de la Fed, c'est 4,1% de la population active. Donc, même si le taux de chômage a augmenté, tant que le taux de chômage reste sous le seuil d'alerte des 4,1%, la Fed reste concentrée à 100%, pour ne pas dire à 110%, sur la trajectoire de l'inflation. Rappelons que la désinflation US sous-jacente s'est mise en pause depuis le mois de janvier. Donc là, je viens aux chiffres de la semaine. Quand je dis qu'elle s'est mise en pause, je parle notamment de l'inflation PCE, où vous constatez comme moi donc que les courbes d'inflation se sont mises à plat. Alors, sachant que la Fed regarde en fait le corps PCE, et ce qui a surpris la Fed, c'est que vous aviez jusqu'à présent une belle pente baissière, et en novembre 2023, nous étions là, et la Fed s'attendait à ce qu'on soit là. La Fed pensait qu'on serait ici en mai. Vous voyez que ça continue. Et en fait, on s'est mis à plat. Donc, le monde d'avant est ici. Donc, vous comprenez, c'est très différent ici d'avoir continué cette pente ou de se mettre à plat ici. Car se mettre à plat comme ça, et si l'économie tend à ralentir vers 0,1% de croissance du PIB, c'est la stagflation. Et là, ça va faire mal sur les marchés actions US et par corrélation sur les marchés actions européens. Donc maintenant, ce que veut voir la Fed, c'est on reprend, après ce petit plateau, on reprend la baisse. Cette semaine, c'est pas celui-là qui est mis à jour. Cette semaine, c'est l'autre. C'est le CPI. Mais regardez, la lecture est la même. La mesure est la même. Je vous enlève ici. Voilà, je reste ici sur l'inflation sous-jacente. Vous aviez ici une belle pente de désinflation en fin d'année dernière, et elle s'est mise, alors elle reste baissière, mais la pente a changé. Et nous sommes maintenant à 3,8 depuis 2 mois, et les anticipations pour ce chiffre, pour le chiffre de mercredi, c'est une baisse à 3,65. Donc là, je suis sur l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland. Il est impératif de voir, voilà, et ça ferait beaucoup de bien au marché. Le marché n'a pas besoin de voir qu'on tombe à 2 en avril. Donc, ce mercredi 15 mai, c'est bien le CPI d'avril qui est mis à jour. C'est le temps que les données remontent. On veut juste voir cette courbe passer de 3,8 à 3,6, 3,7. Et ce que nous voulons voir aussi, là je viens de vous parler de l'inflation en données, mensuelles, en données annuelles, c'est-à-dire le taux de croissance entre avril 2024 par rapport à avril 2023. Maintenant, ce que regarde aussi le marché, c'est le taux de croissance d'un mois à l'autre. Et comme je vous avais expliqué, dans le monde d'avant, dans le monde sans inflation, vous avez chaque mois un taux de croissance mensuel du CPI qui était compris entre 0 et entre 0,20 et 0,30. 0,20 et 0,30. Et donc, nous avions une bonne nouvelle en fin d'année dernière avec un retour de ce taux de croissance mensuel entre 0,20 et 0,30, mais petit stress depuis le début de l'année, alors que ici tout allait bien. Regardez, en fin d'année dernière, 0,22, 0,23, 0,31, 0,24, 0,30, 0,27, c'était cool. C'était le taux de croissance du CPI, donc là je suis sur le CPI, en données mensuelles, du monde d'avant. Et qu'est-ce qui se passe là? Voilà, janvier, février, mars. Voilà, en fait, je peux résumer cette correction ici du S&P 500 qui a commencé donc à la fin du mois de mars, fin du mois de mars pour les actifs risqués. Eh bien, je peux la résumer avec ça. Ce sont ces 3 barres qui ont des lectures 0,39, 0,35, 0,35. Tout ce qui est au-dessus de 0,30, c'est pas bon. Tout ce qui est au-dessus de 0,30 fait peser au mieux la stagflation, au pire le scénario d'une seconde vague d'inflation. Et donc, le consensus pour ce mercredi 15 mai, c'est 0,31. Bon, donc, ce qui est très important pour ce mercredi 15 mai, c'est d'observer une reprise de la baisse du PCE, du CPI Core, au moins 3,6, 3,7, et d'une lecture mensuelle qui soit donc inférieure, qui soit 0,30 max. Voilà, 0,30, 0,31. Qui soit 0,30, 0,31. Et bien sûr, le marché va aussi regarder la mise à jour de l'inflation des services. Pourquoi? Bien regardez, si je zoome dessus sur cette inflation des services qui donc a fait, et ça personne n'a aimé ça, un tic haussier, regardez, c'était là en mars, un rebond à 5,4 alors qu'elle avait une pente baissière. Et ça, c'est ce tic haussier qui avait stressé tout le monde. C'est ce tic haussier ici à 5,4 qui avait stressé tout le monde. Donc, et alors, pour l'inflation immobilière, il n'y a pas de sujet, puisque je vous remontre quelque chose
qui est intéressant si j'arrive à le retrouver. Voilà, c'est là vous avez donc ce que je viens de vous montrer, la composante immobilière du CPI qui était encore très élevée, et en rouge vous avez la vraie inflation immobilière temps réel, elle est à zéro. Donc nous savons que tôt ou tard cette courbe rouge va venir dans la courbe violette. Comme ici, vous avez eu l'envolée de la courbe rouge qui est arrivée dans... Voilà, donc ça par contre, l'incertitude c'est quand est-ce que cette inflation temps réel, d'ailleurs qui est calculée par le ministère du Travail US. Ils savent, hein, regardez, c'est la BLS. Cet indice, c'est la BLS. La BLS, c'est le ministère du Travail des États-Unis. Donc ils savent, mais rassurez-vous. La Fed, elle regarde tous ces indicateurs avancés d'inflation, puisqu'ils sont édités par les ministères des États-Unis. Donc ils savent. Sauf qu'ils savent, oui, mais ils sont obligés de s'en tenir à ce qu'ils suivent comme indice d'inflation depuis des décennies. Sinon, ça serait trop facile. On choisit l'indice qu'on veut, et puis on... Non. Donc, ils savent que l'inflation immobilière, c'est pas un sujet. Et d'ailleurs, si vous retraitez le CPI sous-jacent, il est à 3,8 là. Si vous retraitez la composante immobilière et que vous la ramenez à sa valeur temps réel, en fait, le CPI sous-jacent, il est à 2,5. Mais 2,5, c'est pas 2 encore. Donc il y a quand même encore un sujet, même si on sait que l'inflation immobilière va permettre de ramener le CPI sous-jacent de 3,8 à 2,5, toutes choses égales par ailleurs, les autres composantes ne changeant pas radicalement, il y a quand même un sujet sur l'inflation des services. Et là, ça reste tendu. Ça reste tendu. Même si l'économie des services commence à donner des signaux de ralentissement, pas les prix. Et il ne faut pas que ce soit pour des raisons structurelles. Ça sera vraiment le sujet. Ce sera vraiment le sujet des prochains mois. Oh là, la vidéo va durer hyper longtemps, j'ai l'impression, parce qu'on a encore toute la partie technique à faire. J'espère que vous êtes encore avec moi, les amis. Donc voilà, ça c'est tout ça qu'il va falloir suivre cette semaine. Et ce sont donc surtout les composantes services et immobiliers qui vont agir avec force sur le marché obligataire et sur le marché actions US. Alors, Chine et Inde, quel marché actions choisir pour se diversifier des actions US ? Alors, je vous ai proposé en début d'année 2024, dans les colonnes du Top Gun, et oui, c'est mon émission du lundi, une stratégie d'achat du marché action chinois. Une stratégie d'achat du marché action chinois. Qu'est-ce que ça a donné, cette stratégie d'achat du marché action chinois ? Je retourne sur TradingView. Et donc, effectivement, c'est pas dégueu, puisque voilà, c'est pas mal. Là, on a un vrai pump, une impulsion, un vrai pump. D'ailleurs, ici, vous avez la bourse de Shanghai, ici, vous avez la bourse de Shenzhen, et là, la bourse de Hong Kong. La bourse de Hong Kong qui est carrément sortie par l'eau d'un beau canal. Moi, je pense qu'on peut viser ici. Donc, nous sommes bien, et j'y crois. Et elle a encore du potentiel. Moi, je vous dis, d'ici la fin de l'année, on sera beaucoup plus haut sur les marchés actions chinois. Donc, voilà, ok. Mais ça, je vais traiter ça dans la partie technique tout à l'heure. Si vous voulez voir la partie technique, vous pouvez y aller directement. Donc, cette stratégie s'est révélée gagnante avec un fort rebond des places boursières chinoises de Shanghai, Shenzhen et de Hong Kong, en particulier l'indice sectoriel des valeurs de la tech, alors que le marché action de l'Inde est en tendance haussière de fond et que le marché action de la Chine est en rebond, je souhaitais vous rappeler que l'attractivité du marché action des deux grandes puissances mondiales du XXIe siècle est d'abord d'ordre fondamental. Alors, par rapport au marché action indien, le marché action indien, je vais vous montrer ici les deux indices stars de la bourse de Bombay. Vous avez eu des belles tendances haussières. Je dis attention, divergence baissière. Je pense vraiment que le marché action indien va corriger, mais simplement à court terme. C'est simplement, comme il le fait régulièrement, un retour sur les supports. Attention donc au marché action de l'Inde, il y a des divergences. Lui, il n'est pas comme le marché action chinois tout en bas avec les potentiels de rebond. Il est sur des nouveaux records historiques. Que vous preniez les 50 premières ou l'indice plus large de la bourse de Bombay, vous avez partout ces belles divergences baissières. Donc, attention à ça. Alors après, en revanche, sur plus longue période, moi je pense que là, on va aller chercher la moyenne mobile à 200 avant de se reprendre sur les deux indices phares. Mais voilà. Revenons au sujet, décidément. Cette attractivité des deux plus grandes puissances mondiales, puisque je vous rappelle maintenant que vous savez que l'Inde est depuis quelques mois la première puissance démographique mondiale. L'Inde doit avoir 1,450 milliard d'habitants, la Chine 1,420 milliard d'habitants. Les perspectives, c'est de voir la population de l'Inde monter à 1,8, 1,9 milliards, alors que la population de la Chine, elle, commence à diminuer. Bon, après, les prévisions démographiques, c'est encore autre chose. Si vous voulez, le marché action US est méga cher. La première raison de l'attractivité de ces deux marchés, c'est qu'ils ne sont pas chers. Alors attention, le marché action indien, non seulement je vois des divergences baissières techniques,
mais aussi il est maintenant correctement valorisé. Nous allons regarder plusieurs ratios de valorisation. Ce qui est cher à Warren Buffett, la market cap sur la capitalisation boursière totale, total market cap sur le PIB, pardon, le price earning classique, le TTM, et le price earning de Shiller. Et vous allez voir qu'en fait, au final, c'est vraiment le marché action chinois qui a les meilleures métriques, car il est moins cher fondamentalement, et techniquement parlant, il a encore du potentiel technique, et surtout, il est encore tout en bas. Alors, bien sûr, pourquoi est-ce que le marché action de l'Inde a pris de l'avance comme ça sur le marché action chinois? C'est plus un rapport au régime politique. Les investisseurs internationaux ont des craintes sur ce que peut faire le gouvernement chinois vis-à-vis des flux de capitaux occidentaux qui arrivent. L'Inde est encore vue comme la plus grande démocratie du monde. Voilà, les relations ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a eu une surperformance. Mais les autorités chinoises sont en train un peu de changer leur fusil d'épaule, de réapporter de la souplesse, de réapporter du soutien au marché action, une politique budgétaire de forte relance, monétaire de forte relance. Et petit à petit, je ne serais pas surpris qu'au fond, on ait là une inversion, ça a déjà commencé. Et je pense que ça peut durer tout au long de l'année, une surperformance des actions chinoises vis-à-vis des actions indiennes. Même si dans un second temps, après la correction, la tendance haussière des actions indiennes reprendra. Alors il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, c'est en Chine et en Inde que les perspectives de croissance économique, c'est la base pour la croissance des actions, sont les plus importantes. Et effectivement, lorsque vous regardez les toutes dernières anticipations, alors que ce soit celle du FMI, que ce soit celle de la Banque mondiale, que ce soit celle de l'OPEP, effectivement, les prévisions de croissance pour 2024 et 2025, eh bien, c'est en Chine et en Inde que vous avez des taux de croissance élevés. L'Inde qui, maintenant, est en train d'une phase à la fois de rattrapage donc démographique vis-à-vis de la Chine, on l'a vu, mais aussi de rattrapage macroéconomique. Et voilà, à horizon peut-être 20-30 ans, on peut envisager que le PIB de l'Inde rattrape celui de la Chine. De toute façon, ce sera les deux premières puissances économiques mondiales du 21e siècle, les États-Unis tombant à la 3e place. Bon, très bien. Ça, c'est la première élément. Ensuite, d'un point de vue des indicateurs avancés. Alors, c'est en Chine et en Inde que les indicateurs avancés sont en territoire d'expansion, à la différence des pays occidentaux englués dans la lutte contre l'inflation. Pour cela, je peux vous montrer tout d'abord les indices PMI de l'Inde. Alors, ces PMI, on les utilise énormément. C'est vraiment, ils sont utilisés par tous les économistes, par tous les asset managers, les Purchasing Manager Index. Ils ont cet avantage d'exister pour toutes les économies mondiales. Parfois, les calculs sont un peu différents, qu'il s'agisse du PMI officiel ou des PMI privés. Mais overall, ceux de Standard & Poor's Global sont très suivis et la frontière entre la zone d'expansion et la zone de contraction, c'est le niveau des 50. Vous pouvez constater que les PMI indiens non seulement sont en période d'expansion, mais ils sont très au-dessus du niveau des 50. Par contre, on arrive en zone haute et c'est aussi très cyclique. Et ça va dans le sens des divergences que j'observais là, et ce dont je vais en parler tout à l'heure sur les indices actions indiens. Maintenant, voilà, ceux de la Chine, ça prend plus de temps, mais on commence à voir l'impact de la fin de la politique de zéro Covid. Petit à petit, donc, que ce soit le PMI composite manufacturier ou des services, on se réinstalle au-dessus du niveau des 50 et en grande partie parce que les autorités chinoises et la Banque centrale de Chine ont sorti l'artillerie lourde avec une augmentation conséquente du bilan de la Banque centrale de Chine et du déficit public, du déficit budgétaire, la dette publique du gouvernement chinois. À cela s'ajoutent aussi des mesures dites de régulation pour favoriser l'attrait des actions. Donc, vous avez quand même beaucoup de choses intéressantes. Donc, pour résumer, vous avez ces deux pays où vous avez la croissance économique, vous avez les meilleurs indicateurs avancés, et surtout, d'un point de vue de la valorisation boursière, ça c'est le troisième aspect, ils sont carrément moins chers. Les indices US sont tellement chers. Enfin, lorsque je dis que les indices US sont chers, j'ai déjà traité le sujet plusieurs fois ici, ce sont les méga caps qui sont chers. Au final, si je dois faire un classement en termes de valorisation boursière, donc je vais prendre voilà, le rapport entre la capitalisation boursière, le prix des actions et les bénéfices passés des 10 dernières années, vous savez, le fameux cap ratio ou price earning de Shiller. Les États-Unis sont tout en haut, hyper chers ou chers, l'Europe au milieu, et l'Inde à sa fair value, et la Chine sous-évaluée. En gros, c'est ça. Vous pouvez aussi regarder le rapport entre la market cap et le PIB. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, les données sont ici.
Vous avez ici donc les différents marchés actions du monde. Là, vous avez le PIB donc, courant en milliards de dollars. Donc, ici, vous lisez 28 trillions, c'est 28 000 milliards de dollars. Hein. Voilà. Donc, la capitalisation boursière totale US rapportée au PIB US, c'est 184%. La total market cap représente 184% du PIB. Vous savez qu'au-delà de 150%, Warren Buffett nous dit que c'est une bulle spéculative. La Chine n'est qu'à 57%. L'Inde, attention, mais parce que l'Inde propose de nouveaux records historiques, les deux indices phares de la bourse de Bombay qui sont en tendance haussière, mais attention court terme, je vois des divergences, j'y viens dans la partie technique, nous sommes arrivés à ce que Warren Buffett appelle la fair value. Donc tout concorde. Voilà. Donc il y a vraiment ici une différence de valorisation. On va regarder aussi d'autres aspects, le P.E. Shiller qui est aussi très suivi. Je vous montre ici, donc, vous avez là le price earning du S&P 500. Depuis 10 ans, nous sommes largement, là vous avez la moyenne, là vous avez, donc on est à 26,96, là vous avez la moyenne sur 10 ans, moins 1 écart type, plus 1 écart type. Nous sommes au-dessus de la moyenne et presque à 1 écart type au-dessus de la moyenne depuis 10 ans. Je prends le P.E. Shiller du S&P 500 depuis 10 ans. Nous sommes désormais au-dessus de 1 écart type par rapport à la moyenne depuis 10 ans. Je vous montre la même chose pour la Chine. Depuis 10 ans, nous sommes au contraire à moins 1 écart type. Et lorsque je vous disais qu'en début d'année, c'était une opportunité, c'est parce qu'on était même sous moins 1 écart type. Et en plus, il y avait les supports techniques. Donc quand vous associez comme ça valorisation, indicateur macroéconomique, analyse technique, ça vous permet de construire des stratégies. Moi, c'était sur ça que je m'étais appuyé pour vous proposer cette stratégie d'achat des indices boursiers chinois en début d'année. Et même, vous prenez le price earning depuis 10 ans. Alors, c'est l'indice phare de la bourse de Shanghai, les 300 plus importantes valeurs. Nous sommes en reprise. Notez qu'en début d'année, on était à moins 1 écart type, c'est toujours la zone de rebond. Et là, on se reprend, mais on n'est même pas à la moyenne. Donc, pour moi, il y a du potentiel. Il y a encore du potentiel d'ici la fin d'année sur le marché action chinois. Et ça veut dire que toutes les corrections court terme, qui parfois durent 2-3 semaines, il faut en profiter pour se placer à des meilleurs prix. Donc, au final, overall, j'ai toujours une préférence pour le marché action chinois vis-à-vis du marché action indien. Maintenant, passons à la partie technique. S&P 500, Russell 2000, Nasdaq 100. Alors, pour cette partie technique, je vous rappelle le débat, et je vais enlever tout ça, le débat qui est ici. Le débat est simple. En gros, nous sommes ici donc dans une phase haussière, la tendance haussière de fond. Il y a eu une première jambe, donc je vous rappelle le cycle fractal. Hein. Le cycle fractal, vous avez un mouvement haussier en 5 temps. Premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps, cinquième temps. Et donc, la question est de savoir, est-ce que premier temps, deuxième temps, troisième temps, est-ce que la grande 3 est terminée? Il y a plusieurs hypothèses. Première hypothèse, nous sommes toujours ici en train de construire la vague 3, et donc nous serions dans la décomposition de cette vague 3, soit nous l'avons terminée, et dans ce cas, la vague 4 fera un retracement plus profond. Concrètement, si le marché, donc là j'ai toute la décomposition, là vous avez la première vague 1, la première 1, la vraie 2, à l'intérieur duquel vous avez une structure en zigzag archi classique, vraiment le zigzag classique. Vous aviez eu le zigzag classique en ABC avec du 5-3-5, c'était vraiment super propre, c'est ce qu'on avait eu pour la grande 2. Ensuite, la question de savoir ici, maintenant la question est de savoir, et c'est valable pour tous les indices européens aussi, vous allez voir, soit le marché a fini sa grande 3 en mars dernier, lorsqu'il a fait son épaule-tête-épaule. Et dans ces cas-là, il a fini sa grande 3, nous sommes dans la grande 4, et on referait exactement comme ici, regardez. La A, la B, la vague C, et à l'époque, je prends le système Ishimoku, nous avions eu c'est lorsqu'on avait traversé, regardez comme c'est pareil, on avait traversé le nuage, et on avait fait la vraie 2. Et là, ça ressemble. Et donc, beaucoup se disent là, c'est la même chose. On est simplement dans la B, la vraie 4, et on va aller chercher 4007, 4008, qui est l'ancien record historique. L'autre hypothèse, c'est si le marché est capable de tenir le nuage et de sortir par le haut ici du nuage, du système Ishimoku, d'où l'intérêt de croiser chartisme fractal et système Ishimoku. Dans ces cas-là, nous aurions déjà fait une petite 4, et il manquerait la petite 5 de la grande 3 pour ensuite, plus tard, faire une grande 4.
Ce débat-là, il est valable pour le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx 50, pas le SMI, c'est différent. Je vais vous montrer pour le DAX. Donc ça, c'est vraiment le débat du moment. Je dirais que, regardez ici à l'époque, on essayait de reprendre la moyenne mobile à 50 jours. Si le marché devait repasser sous la moyenne mobile à 50 jours, c'est que dans ces cas-là, nous serions probablement dans une grande 4 et nous aurions fait que la B, une structure en zigzag archi classique, hein. Les vagues correctives, c'est soit un flat, soit des triangles, soit un zigzag, pour résumer, et nous serions simplement là et en train de faire donc la grande 4. Donc l'idée c'est de savoir, est-ce qu'on est en train de faire la 4 de cette grande 3, donc nous serions plutôt que ici, ou déjà en train de faire la vraie 4. Et si on doit faire la vraie 4, si le marché doit faire la vraie 4, c'est qu'en réalité, il a envie de retracer tout ce qui serait la grande 3, donc entre 38,2 et 50% de retracement, entre 4007 et 4008, ce qui nous ramène au contact de l'ancien record historique, ce qui est peut-être le scénario que tout le monde attend, mais bon, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le débat actuel sur le S&P 500. Ce débat sur le S&P 500 était exactement le même sur le Nasdaq. Par contre, le Russell 2000, lui, c'est très différent. Les small cap, les small et mid cap US, c'est parfaitement neutre. Nous sommes enfermés entre la résistance ici, ce qui était la base. Regardez, ici, vous aviez une belle divergence baissière, et c'était en 2022, et le marché avait cassé la base de cette structure de renversement. Et là, nous sommes sortis par l'eau d'une pattern, et nous sommes complètement enfermés entre les 1940 points et les 2130 points. Donc ici, c'est neutre pour le Russell 2000. Mais ce qui compte, c'est l'indice de référence de la finance mondiale et le choix que va faire le S&P 500. Et il faut bien qu'il va faire, je pense, son choix entre soit le cas de figure d'une grande 2 en ABC, et donc là, une grande 4 en ABC, ou une 4, petite 4 qui serait déjà terminée pour aller faire plus haut la grande 3. La réponse va se faire cette semaine en fonction des chiffres de l'inflation US CPI, prévu donc le mercredi 15 mai à 14h30. Vous allez voir que pour le DAX, pour les indices européens, le débat est assez similaire. Pour le DAX, le CAC, alors je vous rappelle, hein, le contrat à terme le plus tradé par les investisseurs en Europe, c'est le contrat futur Eurostoxx 50. Mais voilà, donc vous allez voir, c'est très proche. Donc je prends ici maintenant le contrat futur DAX, où vous avez donc, alors là je suis en hebdomadaire. Alors déjà, sur les actions européennes, moi, sur le long terme, moi je reste bullish. Voilà. Depuis qu'on a dépassé ça, là vous avez un graphique mensuel du contrat futur Eurostoxx 50. Moi je vise ça pour la fin d'année. Retenez, hein. Ça je vous l'ai déjà dit. Je vis cette zone. Donc pour moi, les replis s'achètent. Sur les indices boursiers européens, les replis s'achètent, d'autant plus qu'on attend un pivot de la Banque Centrale Européenne avant celui de la Fed. Donc moi, je vis cette zone pour la fin d'année. Maintenant, dans l'immédiat, vous prenez le DAX, l'Eurostoxx 50 ou le DAX, donc c'est la même chose ou le CAC, mais je vais prendre l'exemple du DAX. Nous avons eu une grande vague 1 ici, entre septembre 2022 et une 2, et maintenant, c'est comme le S&P 500, soit nous avons déjà fini la grande 3, et nous sommes dans une vague 4, soit nous sommes dans la 4 de la 3. Alors, donc ici, je sous-décompose. Soit en gros, la grande 3 est terminée ici, et dans ces cas-là, on va devoir prendre plus de temps. Soit nous sommes en fait premier temps de la grande 3, deuxième temps de la grande 3, troisième temps de la grande 3, quatrième temps de la grande 3, et nous serions déjà dans la cinquième vague de la grande 3. Comment trancher? C'est exactement pareil qu'avec le S&P 500, où vous croisez le système Ishimoku, l'analyse chartisme et le fractal, et vous notez que la grande 2 en hebdo qui est ici en journalier, on avait traversé le nuage. Donc, tant qu'ici le nuage fait support, nous ne sommes pas dans la grande 4, mais dans la petite 4 de la grande 3. Et donc, nous serions déjà repartis. Bon, vous voyez, c'est très similaire. Hein. Nous sommes vraiment face à... C'est pour les indices européens et US, c'est le débat c'est vraiment le débat du moment. Pour ce qui est du SMI, ça n'a rien à voir. Le SMI profite d'un franc qui recule. Le SMI profite d'une... Vous savez qu'il y a deux banques centrales d'Europe qui ont déjà pivoté. La Banque centrale de Suisse et la semaine dernière, la Banque centrale de Suède. La Banque centrale de Suède qui d'ailleurs a pivoté et qui a dit que d'ici la fin de l'année, il y aurait encore 2 à 3 baisses de taux. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous disent que la BCE là, devrait pivoter. Mais la Banque nationale suisse a déjà pivoté. Et je pense qu'il y aura encore 2 baisses de taux de la Banque nationale suisse d'ici la fin d'année. Ça, c'est un sujet que je traiterai dans le Fast and Forex. Mais d'un point de vue technique, moi, je reste haussier
Tant qu'on est au-dessus des 11 264 points, c'est le niveau dont je vous ai beaucoup parlé. C'était l'ancien record ici avant la chute de la crise sanitaire. Et voilà, donc tant que le marché est au-dessus de ces 11 264 points, au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, j'ai toujours un biais bullish sur le SMI. Alors maintenant, les taux obligataires US et européens, là c'est très important à suivre cette semaine, ça reste la clé. Il y a eu effectivement un début de baisse des taux d'intérêt avec les statistiques de l'emploi dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais rien n'est gagné. Tout le monde regarde le 10 ans US. En gros, je vous rappelle, moi, le scénario que j'ai tout le temps défendu. J'ai toujours défendu ça. 5 grands temps de hausse dans la période inflationniste, et là nous serions dans une structure en ABC. Ça devient tendu. Je peux encore avoir raison tant que voilà, on reste dans les standards de retracement. C'est vrai que la vague B, là, elle a retracé entre 61,8 et 76,4, donc 76,8, donc on reste dans les standards, mais tant qu'on ne casse pas de support, et c'est là encore tout l'intérêt de croiser chartisme, Ishimoku et fractal. J'ajoute ici les enseignements du système Ishimoku en données hebdomadaires. Regardez comme c'est magnifique. C'est magnifique. Le signal de baisse ici avait été donné par on passait sous le nuage. Le signal de hausse, on est au-dessus du nuage. Et là, regardez, on teste le nuage. Et là, regardez, on est revenu tester dessus. Donc, et ça, on n'enfoncera pas le nuage tant qu'il n'y aura pas des bons chiffres du côté de l'inflation. C'est la clé d'ici the key. Et donc, cette semaine, plus que jamais, cette mise à jour de l'inflation CPI que je vous ai décortiqué en début de vidéo fera la pluie et le beau temps. Et le marché, voilà, en cas de bonne surprise, eh bien, les taux rentreront à l'intérieur et ce sera la première étape avant un jour de casser la SSB. Et moi, j'ai toujours un objectif à 3,5, 3,25 d'ici la fin d'année. Mais nous n'y sommes pas encore, ça reste tendu et certains ont encore un scénario de revenir chercher le seuil des 5%, qui est un seuil de risque systémique pour les entreprises. C'est vrai, ils ont raison tant qu'on casse pas de support, tant qu'on casse pas de support. Et ça, de toute façon, ce sont les chiffres de l'inflation qui vont permettre de trancher. Et donc voilà, cette zone-là des 4,30, 4,40, tant qu'elle tient, bon, alors notez que moi je vous avais montré qu'il y avait des divergences baissières en journalier, ça a bien fonctionné, c'est vrai, il y avait la div avant même les chiffres du marché du travail. Mais maintenant, voilà, c'est pas suffisant, il y a toute cette zone-là, tant qu'on tient cette zone-là, des 4,30, 4,40, il n'y a pas de signal bearish des taux, il faut arriver à casser cette zone. Et c'est là où ça donnera de l'air au marché. Mais pour casser cette zone support, que ce soit ici sur le 10 ans américain ou pour casser cette grosse zone support sur le 10 ans allemand, il faut la confirmation d'une reprise de la désinflation, de la core inflation, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, 3,8 en annuel et dans l'intervalle 0,20, 0,30 en données mensuelles. Alors, indice boursier chinois en reprise et bon marché, donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure, ils sont effectivement moins chers d'un point de vue des ratios de valorisation. En reprise, c'est le scénario que je vous ai proposé depuis le début de l'année. Je vais reprendre ici les indices boursiers chinois. Donc, Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. Je commence par Hong Kong, où on a vraiment une pattern qui est sympathique. Vous aviez eu ici une première jambe de rebond. On a fait un retracement vraiment profond, mais typique d'une vague 2. J'estime qu'on est dans une 3. Et ici, c'est ce que je vise pour la fin d'année. C'est bullish, et je suis bullish au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Je prends maintenant la bourse ici, c'est Shanghai. Et vraiment, là, je suis très satisfait. Depuis cette petite divergence haussière que je vous ai montré en début d'année, la réintégration de ce seuil, impulsion, range, impulsion. Voilà la cible que j'ai, moi, pour la fin d'année. Sur Shanghai et aussi au-dessus de la moyenne mobile ici à 30 semaines. Vous avez même un golden cross en cours en données journalières. Donc voilà, systématiquement, si vous avez un marché qui retrace dans cette zone, c'est une zone d'intérêt. Donc ça c'est, et puis regardez la belle prise d'appui sur le RSI 50. Donc voilà, moi par rapport sur le plan technique et fondamental, j'ai des cibles ici pour Noël sur les marchés actions chinois. Et je vous confirme que ce marché a du potentiel. Attention au marché action de l'Inde, pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, je vous ai montré tout à l'heure qu'il était revenu à sa fair value sur le plan des fondamentaux. Si vous prenez le ratio total market cap sur PIB, nous sommes à 100%,
c'est un indicateur de Warren Buffett, c'est lui qui a la grille de lecture, il dit que c'est fair value. Ok, très bien. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est très différent des indices boursiers chinois. Ils n'étaient pas sur support en début d'année. Ils sont en tendance haussière, ils sont sur des nouveaux records historiques. Et là, j'ai des alertes, j'ai des divergences baissières en données hebdomadaires. Donc, fair value sur le plan des fondamentaux, divergence baissière en données hebdomadaires et plus des PMI dans le haut de cycle, je dis, ce marché va prendre des bénéfices. Et ce marché va prendre des bénéfices et c'est effectivement ce que j'observe. Je vais reprendre avec vous tout de suite. Donc on va prendre le Nifty, l'indice phare de la bourse d'Inde. Voilà, attention, la div est là, la divergence est là, ça fait un peu biseau ascendant. Je ne serais pas surpris qu'on revienne ici avant de repartir à la hausse. Belle divergence. Et voilà, vous avez ici une structure de sommet. On casse la 50, c'est suracheté. Vous pouvez mettre les enseignements du système Ishimoku, par exemple, ici aussi en données hebdomadaires. Je pense qu'on peut revenir à la Kijun. Donc voilà, moi je dis attention, on devrait faire une phase latérale un peu comme ça, en attendant d'aller chercher le 200. Corriger par ici avant de repartir. Et c'est aussi valable sur l'indice phare de la bourse de Bombay, où je pense qu'on va aller revenir s'appuyer un peu sur la 200 avant de repartir, et le temps d'épurer ici la divergence baissière. Mais ensuite, dans un second temps, cette tendance haussière reprendra. Donc attention à court terme à ce marché action indien. Je dis à court terme, ce sont les prochaines semaines. Le Nikkei japonais, là aussi, je maintiens mon signal d'alerte. Même si le yen reste sous pression, la Banque centrale du Japon a commencé à intervenir. Et je vous dis une chose importante sur le Nikkei japonais. Je vous rappelle qu'il est au contact du niveau ici de la fin de la bulle spéculative de 1990. Et si vous prenez le graphique en données hebdomadaires, c'est le niveau des 38 950, donc c'est ce niveau-là, les 38 950 que j'ai reporté sur différents horizons de temps. Eh bien regardez, on a réintégré le niveau. Tant qu'on se maintient maintenant, tant qu'on se maintient sous les 38 950, il y a un risque de correction ici sur le Nikkei, donc baissier, tant qu'on est sous la résistance des 38 950 ici sur le Nikkei. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. C'était un peu long, sûrement un peu trop long. Voilà, faites avance rapide, faites défiler plus vite ou allez dans la barre de temps, choisissez la partie qui vous intéresse. Et quant à moi, prochaine étape, donc mercredi le Fast and Forex, et puis nous débrieferons dans le prochain Top Gun tous ces chiffres de l'inflation US et les conséquences sur le marché obligataire et sur le marché action. Merci à toutes et à tous, et n'oubliez pas un petit like et de vous abonner. Merci, salut.